Bonjour à tous, je suis avec Maître David Guyon, que vous connaissez bien, et en particulier sur cette chaîne, et pour les personnes qui également assistent à nos manifestations ou événements. J'ai le grand bonheur de recevoir un Maître Guyon aujourd'hui, une grosse actualité et une grande nouvelle à vous annoncer. Alors, Maître Guyon, il est avocat, spécialiste d'ailleurs des libertés, de la défense des libertés, très très important, et il est à la fois à Montpellier et à Paris. Voilà. Comment ça va, cher Maître Guyon? Bonjour Florian, très bien, merci beaucoup. J'espère que vous aussi, ravi d'être de nouveau invité sur votre chaîne. C'est toujours un plaisir d'y venir et d'y parler des libertés fondamentales que le gouvernement a envie de rendre facultatives, conditionnelles, avec cette création de passes sanitaires, de passes écologiques, de passes JO, bref, de passes ZFE pour le passe carbone. On voit bien que passe après passe, on s'oriente vers une société de plus en plus liberticide et ça, c'est vraiment inquiétant. Oui, alors c'est très intéressant d'avoir parlé de ça tout de suite parce qu'on va justement reparler un petit peu plus tard du rôle des JO dans ce qui risque de nous tomber dessus. On va commencer par une information vraiment très positive. Nous déposons, donc nous les patriotes, et je vais le faire au nom des patriotes bien sûr, de toutes les personnes qui sont représentées, et vous serez le conseil, l'avocat qui va s'occuper de cette affaire. Nous déposons un recours contre la Commission européenne et sa présidente j'en avais un petit peu parlé à nos téléspectateurs ces dernières semaines, mais ça y est, cette fois, c'est officiel. Contre en fait, une décision. Alors, c'est une décision, c'est une modification des règles de diffusion des documents qu'a édicté la Commission européenne lors de la nouvelle Commission européenne, donc en décembre 2024, quand Ursula von der Leyen a été reconduite à la tête avec une nouvelle commission. Donc, en fait, elle a modifié les règles d'accès aux documents, introduisant une présomption de non-divulgation pour certaines catégories sensibles, comme les avis juridiques. Et en fait, en vertu de ces nouvelles règles, des catégories entières de documents, y compris des avis juridiques, des dossiers issus des enquêtes réglementaires de la Commission, sont désormais soumises à une présomption de non-divulgation. Ça signifie en pratique que la Commission européenne peut rejeter par défaut des demandes de tels documents, sauf si le demandeur arrive à démontrer un intérêt public, mais ce que la Commission reconnaît très rarement. Et il y a des ONG, par exemple, comme Client Earth, qui ont prévenu que cela rendrait des documents concernant la vente de produits chimiques dangereux ou de nouveaux médicaments largement inaccessibles au public. Donc, c'est tout à fait scandaleux. Et cette réforme est attaquée déjà par trois plaignants à travers les pays de l'Union européenne, mais pas encore en France. Ils estiment que cette opacité viole les propres droits de l'Union européenne. Donc, la Commission européenne ne respecte même plus ses propres règles. Et nous, on voulait aux Patriotes qu'il y ait également une plainte en France parce qu'on estime que les Français ont le droit aussi de se battre pour la vérité et pour l'accès à l'information. Est-ce que vous pensez, cher maître, que ça a une chance d'aboutir? Et est-ce que vous pensez que ce qu'a fait la Commission européenne là, c'est illégal? Et est-ce que ça correspond à une espèce de réponse au Pfizer-Gate? Elle a estimé qu'on est allé fouiller un peu trop dans ces affaires. Alors, c'est tout d'abord en préambule, c'est extrêmement intéressant que vous en parliez de ce sujet parce que je pense que vous êtes les seuls en Mmh. France à le faire. Mmh. Déjà, bah merci parce que évidemment, on le comprend, cette modification des règles au sein de la Commission, puisqu'on ne modifie pas l'accès aux documents administratifs dans toute l'Union européenne, mais Mmh. uniquement pour les documents de la Commission. Mmh. C'est une réponse au Pfizer-Gate. Je pense. Et c'est assez évident. On va essayer d'expliquer pourquoi. Alors, dans un premier temps, on va rappeler le contexte et puis ensuite, on va essayer d'expliquer comment on va faire tomber cette décision parce que c'est vraiment l'objectif. On fait finalement un procès à cette décision de décembre 2024 dans laquelle la Commission de l'Union européenne a décidé de restreindre l'accès à ces documents administratifs en posant une présomption de non-divulgation, en partant du postulat que les documents qu'elle va traiter sont par principe confidentiels et que leur divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité, à la santé, à l'ordre public qu'elle est censée défendre au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est la grande modification de cette décision, ce qui veut dire qu'il va être de plus en plus difficile d'accéder à des documents qui ont été traités par la Commission de l'Union européenne. Parmi ces derniers, qu'est-ce qu'il y a? Bah, justement, les fameux contrats avec les laboratoires pharmaceutiques. Ah, tiens. Il faut rappeler aussi également que les règles procédurales ont une application immédiate. Ça veut dire que ça ne concerne pas seulement les nouveaux contrats, ça concerne aussi les anciens contrats. Ah oui, d'accord.
Oui, c'est ça. C'est un peu Voilà, les rétroactif, règles en fait. procédurales sont d'application immédiate. Ça, c'est Oui. vraiment une des règles principales. Donc, on voit très bien que cette décision, elle tombe pour les besoins de la cause parce que on a actuellement des requérants dans l'Union européenne qui se sont intéressés à la communication des fameux contrats conclus avec la Commission par le biais de SMS entre la présidente de la Commission de l'Union européenne et le grand patron de Pfizer. Donc, évidemment que ça intéresse tout le monde. Donc ça, c'est pour le préambule. Le recours qu'on va faire va donc avoir des conséquences extrêmement importantes par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que ce changement de paradigme, qui est de dire, par principe, on ne divulgue pas les documents confidentiels, c'est aussi un changement de conception de la société. Mm. C'est-à-dire que lorsque l'on dit il y a une transparence sur les documents administratifs, c'est en 1789 en France qu'on va créer ce principe avec l'article 16 de la DDHC, où on va dire que l'administration doit des comptes aux citoyens, et que tout citoyen peut demander donc de demander à son administration de lui rendre des comptes, et c'est pour ça qu'on a un accès aujourd'hui à un grand nombre de documents administratifs. L'idée, c'est que la démocratie ne se vit pas à visage couvert, elle n'œuvre pas dans l'ombre parce que comme elle intervient dans l'intérêt général, pour le bien de tous, elle n'a rien à cacher. C'est ça le principe de base et ça permet de fonder la confiance des citoyens dans l'État, l'État qui est censé les servir et pas se servir. Vous l'aurez compris, il y a quand même eu un grand changement entre 1789 et aujourd'hui. La France a inspiré évidemment l'Union européenne qui a repris à son compte dans le traité de l'Union européenne et dans le traité du fonctionnement de l'Union européenne, qui sont les deux grands textes fondateurs de l'UE, a repris le fondement de la transparence en matière de documents administratifs. Vous avez donc un règlement de 2001, qui a déjà quelques années, qui a fondé ce principe, qui l'a consacré en droit de l'Union européenne. Ce qui signifie que tout citoyen aujourd'hui peut accéder à des documents de l'Union européenne devant ces instances. Donc, y compris la Commission de l'Union européenne qui doit vous fournir un certain nombre de documents. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on est en droit, tout citoyen, de demander la communication des fameux contrats signés avec les laboratoires pharmaceutiques. Et c'est une question de confiance. C'est un vrai droit qui est consacré par l'Union européenne. En inversant ce principe, bah, ce qu'on est en train d'essayer de dire aux citoyens, en tout cas, ils ne le savent pas, mais on le découvre grâce à vous, c'est que finalement, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de transparence. Et que la Commission de l'Union européenne va œuvrer dans l'ombre dans un but d'intérêt général, je mets des guillemets, hein, puisqu'en réalité, on comprend bien, on a aujourd'hui un comportement tout à fait mafieux qui est organisé par ces instances et qui se servent du pouvoir pour se servir. Donc, il est primordial de pouvoir faire tomber un tel acte. Ça, c'est pour le préambule et c'est pour expliquer pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à ce sujet, parce qu'en fait, c'est fondamental. C'est le concept même de démocratie qui aujourd'hui est mis à mal par cette décision de la Commission. Parmi les arguments qu'on va pouvoir soulever et qui, à mon sens, permettent d'obtenir gain de cause, parce que si on joue, c'est pour gagner, évidemment, hein, on n'y va pas juste pour la forme, il y a plusieurs arguments. Le premier argument qu'on va pouvoir soulever, c'est de dire que cette décision est en contradiction totale avec la position du règlement de 2001. C'est-à-dire qu'on va invoquer un acte du droit de l'Union européenne. Je sais que c'est important parce que vous prenez le Frexit et donc dans cette conception, on pourrait se dire de manière un peu archaïque que pourquoi vous êtes en train de jouer avec les règles de l'Union européenne si vous considérez que l'Union européenne est une instance qui doit disparaître. Ben justement, c'est ça la stratégie, c'est de se Eh dire si on oui. ne peut pas empêcher un système, ben on va jouer avec les règles du système pour le faire tomber de l'intérieur. Donc ça, c'est extrêmement C'est-à-dire qu'on dangereux. va les prendre à leur propre piège. Voilà. Exact. Ils Exactement. ne Mais ça, je pense que respectent c'est pas leurs important de le propres préciser. règles. Tant pis, ils ne respectent pas leurs propres règles, on va leur faire payer. Exactement. De toute façon, jusqu'à destruction de ce système, on va essayer de les piéger jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de revenir un peu là-dessus, parce que vous avez dit, vous risquez certainement d'être un peu taclé, ou en tout cas avoir une certaine critique sur Non, le je fait que crois vous pas. allez Je pense que jouer. les gens là-dessus, ils sont très conscients et ils comprennent bien que nous, on n'est pas pour jouer avec ce système. C'est vraiment pour utiliser les règles de l'Union européenne contre elle-même et tout ce qui peut faire mal à la Commission européenne. Les gens ont compris qu'il fallait l'utiliser, y compris quand il faut faire des recours devant les propres cours de justice de l'Union européenne ou utiliser les propres règlements de l'Union européenne comme référence. On est à la fois très clair sur notre objectif de sortir de l'Union européenne et de destruction, et en même temps très pragmatique dans l'utilisation de toutes les armes pour affaiblir ce système. Tout à fait.
Et je trouvais que c'était bien de le rappeler parce Bien que, sûr, évidemment, vous n'êtes pas regardé uniquement par les personnes qui vous soutiennent. Il y a aussi parfois des détracteurs et je trouvais que c'était intéressant de revenir là-dessus. tout à Donc fait. ici, on a un règlement de 2001 qu'on va invoquer et qui clairement consacre le principe de la transparence des documents administratifs. On a donc une contrariété entre une décision prise par la Commission et un acte réglementaire qui est prise par le Parlement et la Commission de l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'on a un acte qui est inférieur dans la hiérarchie des normes, qui est en contrariété avec un acte qui lui est supérieur. Donc, par simple comparaison, on va pouvoir faire tomber cette décision déjà sur ce premier argument. Deuxième argument, on va rappeler la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui n'est pas à confondre avec la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle a une vocation beaucoup plus large que celle de l'Union européenne, puisque c'est un autre texte qui la consacre et qu'il y a 48 États dans la CEDH, ce qui n'est pas le cas de la CJUE, pour lequel vous avez les 26 États de l'Union européenne. Donc, la CJUE, ce qui était intéressant, c'est qu'elle a rendu une décision en 2018. J'ai plus les références. Si, c'était la référence de Capitani, c'était le nom du requérant. Et dans cette décision de justice, elle rappelle que, par principe, il ne peut pas exister de présomption de non-divulgation des documents. Premier point. Donc déjà, ça veut dire que la commission, elle est en train de violer directement cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, dans la hiérarchie des normes de l'Union européenne, est tout au sommet. Mhm. La deuxième chose, c'est qu'elle dit, si jamais vous souhaitez ne pas divulguer un document, vous devez en faire la démonstration avec des éléments qui sont objectifs, factuels, précis et vérifiables. En d'autres termes, c'est pas au gré du vent, au doigt mouillé que vous pouvez dire on ne va pas divulguer parce qu'il y a un intérêt public qui s'y oppose. Il faut faire la démonstration. Donc ça, c'est ce qui permet de garantir ce principe de transparence. Et donc déjà, sur ces deux arguments-là, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les deux plus intéressants en tout cas, on va pouvoir faire tomber cette décision de la Commission européenne et ainsi pouvoir obtenir eh bien, la fin de cette présomption de non-divulgation des documents et obtenir, je l'espère, dans un deuxième temps, la communication de ces fameux contrats. Bah, les contrats, on les a en partie grâce à une autre affaire, mais il y a plein d'autres dossiers qui nous permettent, enfin, qui nous intéressent. Et c'est-à-dire que si on fait tomber cette décision d'opacité, d'abord, manifestement, on gêne le système parce qu'ils n'ont pas pris cette décision pour rien. Et ils ont sûrement d'autres choses à cacher, au-delà même du pharmaceutique ou de ces contrats. Et c'est tout un volet en fait du système d'opacité et de protection de la Commission européenne qu'on met à terre. Donc je pense que c'est extrêmement important et intéressant pour aller gratter ensuite sur tous les sujets, tous les dossiers que Ursula von der Leyen voudrait éventuellement nous cacher. Tout à fait. Et donc, ce qu'on va faire là, c'est exactement ça. Alors, ça va se passer devant le tribunal de l'Union européenne. C'est la Mmh. juridiction un peu inférieure à la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, là, on va, bien sûr, on tiendra informer un peu tout le monde, hein. On va préparer cette requête. Alors, elle est déjà quand même très bien développée dans la consultation juridique qu'on a faite Mmh. ensemble et qui nous a Mmh. permis de regarder si c'était opportun ou pas. Parce qu'encore une fois, il convient de le rappeler, mais on ne joue pas pour perdre, on ne joue pas pour voir, on joue pour gagner. Et donc, si on fait ce recours, c'est qu'on a déjà en amont préparé un argumentaire, analysé les différentes règles et qu'on s'est dit, OK, il faut vraiment y aller, c'est intéressant. Et en plus, on a une chance sérieuse de pouvoir l'emporter. Donc, on a déjà un recours qui pourra être rapidement préparé et finalisé dans les prochains jours, nous permettant ainsi de saisir rapidement le tribunal de l'Union européenne. Ben ça, c'est formidable. Et effectivement, on va pouvoir jouer dans les prochains jours, je crois. Ça va être rapide puisque vous avez déjà fait un gros travail d'analyse juridique et de montrer qu'on n'était pas sur du fantasme. On est sur quelque chose qui est très solide, avec de vrais arguments et qui peut faire très mal à la Commission européenne. Ce qui est quand même l'objectif, et faire beaucoup de bien au principe de transparence et du droit à l'information. Et je crois que c'est la première arme nécessaire si on veut se battre contre ce système. Donc, voilà, je vous tiendrai, on se tiendra informé, on vous tiendra informé de tout cela dans les jours et les semaines qui viennent pour tous les développements de ce dossier qui est tout à fait prometteur. Vous avez, cher David, parlé au départ des JO. Les JO avaient instauré par la loi olympique de 2023 la reconnaissance, enfin la vidéosurveillance enfin la VSA, vidéosurveillance algorithmique, qui n'est pas encore totalement la reconnaissance faciale dans l'espace public, mais qui était déjà fondée sur l'intelligence artificielle. Il y a eu un rapport d'évaluation en janvier 2025 très négatif qui dit que ça a très mal fonctionné, beaucoup de faux négatifs, faux positifs, etc. Pourtant,
une loi a voulu la prolonger jusqu'en 2027, loi retoquée par le Conseil constitutionnel, mais pas sur le fond, retoquée parce que c'était un cavalier législatif. C'est-à-dire que ce n'était pas dans la bonne loi, mais le Conseil n'a pas dit c'est inconstitutionnel. Il a juste dit c'était pas au bon endroit. Donc voilà, il faut faire attention. Mais là, Darmanin a annoncé tout récemment, ministre de la Justice, qu'il fallait aller beaucoup plus loin, que la condition du retour de la sécurité en France, c'était la reconnaissance faciale dans l'espace public. C'est-à-dire, on aurait pu croire que c'était avoir une justice moins laxiste ou maîtriser nos frontières, reprendre le contrôle de notre immigration comme qui est aujourd'hui donné à l'Union européenne ou contrôler les bandes, les trafics, tout ça. Non, c'est pas ça. Il dit la condition, c'est la reconnaissance faciale dans l'espace public, euh, comme le fait par exemple massivement la Chine. Qu'est-ce que on pense tout de suite au crédit social quand on voit ça, au faux prétexte. Ça vous a fait tilt, David? Vous avez été surpris par cette annonce où vous disiez ça va arriver? Alors, quand j'étais en première année de droit, j'avais un professeur d'histoire du droit qui me disait, initialement, les impôts étaient des mesures exceptionnelles, Ouais. levées uniquement en période de guerre. C'est tout. Il m'a dit, voilà, maintenant vous avez compris pourquoi. Il ne faut jamais, jamais, jamais accepter des mesures exceptionnelles et temporaires parce que l'histoire nous a démontré depuis des millénaires, c'est des millénaires, hein, parce que c'est bien avant le Moyen Âge, que chaque fois qu'il y avait une mesure exceptionnelle qui était invoquée pour un temps, elle avait tendance à être prolongée, pérennisée, puis généralisée. C'est finalement l'explication de la raison pour laquelle, fondamentalement, j'ai toujours été opposé à cette question du pass sanitaire et de cette vaccination obligatoire assortie d'une suspension sans aucune rémunération. Parce qu'en fait, si vous acceptez une fois la possibilité de le mettre en place, alors ça veut dire que vous acceptez qu'il y ait un précédent qui puisse être prolongé, qui puisse être ensuite sanctifié dans le code, dans les différents codes codifiés, et puis ensuite généralisé. Et c'est exactement ce type de société dans lequel on est en train de s'orienter, c'est-à-dire une société dans laquelle on va mettre des portiques à l'entrée des écoles. Vous avez vu que récemment, on a eu une personne, des élèves qui ont été blessés et tués au sein d'un établissement scolaire. C'est assez, je fais une petite parenthèse, mais c'est quand même assez drôle dans le sens où aujourd'hui, on dit que l'instruction en famille, l'école à la maison, est interdite ou en tout cas est tellement restreinte que dans les faits, elle devient quasiment impossible à avoir, en disant que c'est mieux qu'ils soient dans les établissements scolaires. Et parallèlement, on n'est pas capable d'assurer leur sécurité puisqu'on a des fous furieux qui débarquent avec des couteaux et qui s'amusent à poignarder tout le monde au sein des établissements scolaires. Bon, Je bref. dirais un petit mot derrière, parce que je sais que vous vous battez sur l'instruction en famille derrière. Je dirais un petit mot. D'accord. Mais en tout cas, ça me paraît quand même assez fou, puisqu'on va avoir des portiques à l'entrée des établissements scolaires. La deuxième chose, c'est qu'on a de plus en plus de reconnaissance faciale, ne serait-ce que, par exemple, avec tous les outils qui ont été mis en place et généralisés par le gouvernement. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez un portefeuille numérique hein, qui vous permet de mettre tous vos documents directement, de manière centralisée et numérisée. Donc ça aussi, on a quand même le sentiment aujourd'hui que finalement, toute notre vie est connu par l'État, hein, alors qu'initialement, je le rappelle, c'est à nous de connaître tout sur l'État et pas l'inversement, et pas l'inverse. Et la troisième chose, c'est qu'on a de plus en plus d'outils de vidéosurveillance, vidéoprotection, et récemment, vous l'avez très bien expliqué, la vidéosurveillance algorithmique. Mm. Donc, ce n'est peut-être pas encore du crédit social, mais en tout cas, ça en a l'odeur, le goût, l'apparence, et tout quand même porte à croire qu'on se dirige de manière indiscutable vers ça. Parce que si on voulait s'y diriger, on ne s'y prendrait pas différemment. On peut imaginer, par exemple, ce que deviendraient les manifestations d'opposants politiques avec la reconnaissance faciale. Enfin, c'est un des concepteurs de ce système en Chine qui avait déclaré dans un reportage à la télé suisse en 2021 que si ça avait existé en France, il n'y aurait pas eu les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'auraient pas pu exister parce qu'ensuite, vous êtes connu, on vous fiche comme opposant et peut-être que vous, de vous-même, vous n'irez plus en manif parce que vous savez que vous serez repéré tout de suite. Ou alors, si vous y allez trop, on finira par venir vous créer des noises parce qu'on vous aura repéré visuellement. Et puis toutes les autres applications possibles, vous avez très bien dit, avec les passes et le crédit social, avec la reconnaissance, la reconnaissance faciale, c'est vraiment le pendant du crédit social. Ils ont besoin de la reconnaissance faciale pour mettre en place le crédit social, pour savoir quand est-ce que vous entrez dans un lieu qui vous est interdit parce que vous avez consommé trop de carbone ou que vous n'êtes pas à jour de vos vaccins, ou etc. En Chine, c'est 600 millions de caméras avec reconnaissance faciale. Donc on est
Est-ce qu'on peut imaginer des principes dans la Constitution française qui permettraient de s'opposer à ça? Je pense par exemple au droit de manifestation, mais ce serait en contradiction totale, non? Oui, alors, aucune liberté, si ce n'est le droit à la vie, n'est Mm, absolue. On peut toujours l'encadrer, la mm, réglementer. Ça fait partie, bien entendu, des missions de l'État. C'est-à-dire, pour permettre à tout le monde de pouvoir vivre en société, il est nécessaire de mettre des limites. Parce qu'à un mm, moment donné, votre liberté, si elle devient un abus, eh bien, elle peut nuire à la liberté d'autrui. Donc, on a toujours eu, depuis toujours, dans l'État moderne, une restriction, un encadrement des libertés fondamentales. La question, c'est où est-ce qu'on met le curseur? Moi, j'ai toujours dit, ma position a toujours été raisonnable, c'est de dire, dans une société démocratique, on peut restreindre. Il faut que ce soit justifié, nécessaire, proportionné. Justifié, il faut que véritablement, on n'ait pas d'autre solution. Nécessaire, ça permet véritablement d'atteindre le but qu'on s'est fixé, vivre en société. Et proportionné, j'ai pris la mesure la moins restrictive de liberté. Et bien entendu, si je prenais une autre mesure, je n'aurais pas atteint le même résultat. Donc ça, ce sont les trois conditions qu'on retrouve systématiquement dans la jurisprudence administrative depuis le mm. début du XXe siècle. Le principe, c'est la liberté, par exception, c'est l'interdiction. Et c'est un principe qui est raisonnable, parce que ça permet de vivre en société et bien entendu d'assurer la sécurité, la tranquillité, la santé publique, qui sont les trois grandes missions régaliennes de l'État. Aujourd'hui, on a complètement inversé le paradigme. C'est-à-dire quand vous instaurez un pass sanitaire, lorsque vous instaurez un pass écologique, les ZFE, lorsque vous instaurez un pass JO, grand événement pendant les événements des JO, vous inversez le principe. Vous dites, le principe, c'est l'interdiction. Puisque si vous ne justifiez pas d'un motif légitime, vous ne pouvez pas accéder à cette liberté qui, je le rappelle, était fondamentale. Elle devient facultative. Donc c'est un changement complet de paradigme. Le pass sanitaire, bah, vous êtes obligé de justifier la satisfaction à l'obligation vaccinale. Le pass ZFE, vous êtes obligé de justifier que vous avez bien le bon véhicule avec le bon critère et que Mm. vous êtes en conformité. Sinon, vous ne pouvez pas circuler et stationner. Je rappelle, c'est les deux. Le troisième, le pass JO, bah, vous êtes obligé de justifier que vous rentrez dans la liste limitative des motifs légitimes et que, en plus, pour ce motif légitime, vous fournissez le bon document qui est prévu par la loi pour le motif légitime. Ça va plus loin que le pass sanitaire. C'est pour ça que je disais, on est vraiment en train de se perfectionner. Auparavant, il suffisait, par exemple, lorsque vous avez l'obligation de confinement ou l'obligation de couvre-feu, d'invoquer le motif légitime, un document que vous vous auto-donniez dans lequel vous cochiez une case. Il n'était pas prévu d'avoir un motif que vous deviez prouver. Et il le savait, on l'avait, enfin, tous ceux qui connaissent, qui suivent un peu ma chaîne YouTube, bon, je l'avais dit, quand vous voulez éviter une contravention, vous avez votre fameux formulaire, vous cochez motif légitime, il n'est pas nécessaire d'avoir un vrai motif légitime, puisque ce n'est pas ce que prévoit le texte. Le texte dit, il faut que vous ayez un document dans lequel c'est coché motif Mm. légitime. Donc, ils avaient compris on avait un peu joué avec la loi, et donc dorénavant, avec le pass JO, ils se sont perfectionnés. Ils ont dit maintenant, il y a une liste de documents qui est limitative. Si vous n'avez pas ce document, le motif que vous invoquez n'est pas justifié, et donc vous ne pouvez pas accéder à la zone. Donc on voit bien que, au fur et à mesure, on est en train d'avoir un État qui est de plus en plus performant, de plus en plus efficace pour restreindre nos libertés, mais jamais plus efficace ou protecteur de nos libertés fondamentales. Et notamment, une des premières libertés, c'est quand vous allez dans un établissement scolaire de ne pas vous faire poignarder, par exemple. David, je voulais revenir sur un point, comme je vous l'avais dit, qui est très intéressant. Je sais que vous êtes très impliqué là-dedans, c'est l'instruction en famille, puisqu'il me semble qu'il y a eu une loi, on est souvent sollicité là-dessus, il y a eu une loi qui a restreint les conditions de liberté de l'instruction en famille. Or, bah, c'est un choix que certains parents veulent faire et il faut totalement le respecter. C'est pas le choix d'autres, mais c'est tout aussi respectable. Enfin, en tout cas, si c'est un choix, il faut le respecter. Et je crois que vous œuvrez actuellement pour essayer de restaurer ce droit et cette liberté, c'est ça, qui a été très mise en cause et restreinte. Tout à fait. Alors, c'est un sujet extrêmement intéressant. Effectivement, l'instruction en famille, c'est une modalité de l'instruction. C'est-à-dire, vous pouvez choisir de l'inscrire dans un établissement scolaire, public, privé, hors contrat, mais vous pouvez aussi choisir de bénéficier de l'école à la maison, l'instruction en famille. Initialement, ça a toujours existé, hein, depuis que l'instruction est obligatoire. Initialement, c'était un principe de déclaration, c'est-à-dire que vous informiez l'administration que vous faisiez l'école à la maison. Et puis, a posteriori, vous aviez des contrôles pour vérifier quand même que les enfants apprenaient, étaient bien instruits et qu'ils avaient le même niveau
équivalents, en tout cas, à des enfants de leur âge. Donc ça Mhm. a plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant. Ce n'est pas forcément un principe qui avait été trop discuté, sauf que rappelez-vous, pendant la crise sanitaire, il y a eu un événement qui s'est passé, qui a été le port du masque généralisé pour tous les enfants à partir de 6 ans, 5 jours par semaine, 8 heures par jour, avec des Un jetons scandale. pour respirer. Enfin, vous savez, hein, je Ouais. ne me rappelle pas, mais Scandale. évidemment, à ce moment-là, l'instruction en famille a explosé. C'est-à-dire qu'on est passé de à peu près un peu moins de 30 000 euros, 30 000 personnes qui utilisaient, qui avaient recours à l'instruction en famille, à quasiment 60 000. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc ça a doublé, ça a eu un Ouais. succès fulgurant à partir de 2020 parce que ça permettait, c'était un peu la seule possibilité pour permettre à ces petits enfants d'éviter en fait d'être maltraités par le port du masque généralisé. Parce que je le rappelle, il n'y avait aucune étude scientifique sur le sujet et on a considéré qu'ils allaient s'adapter. Alors sur quel fondement juridique, j'en sais rien. Il y en a un qui a écrit ça dans un des avis du comité scientifique. Donc c'était considéré comme la vérité vraie. Bon, écoutez, en tout cas, il y a eu de la souffrance et ça, c'est indéniable. À partir du 24 août 2021, une loi est passée, et rappelez-vous, à cette époque-là, on avait tous les yeux rivés sur le pass sanitaire, l'obligation vaccinale. Donc, même moi, par exemple, j'avais complètement fait abstraction de cette loi. Mhm. Cette loi, elle était votée dans un but qui était de dire, si on a de potentiels djihadistes extrémistes qui échappent finalement au banc de l'école, il faut pouvoir les ramener dans le giron de la République parce que, évidemment, ce sera peut-être pour eux une manière d'échapper à cet endoctrinement forcé. C'est ça, initialement, les raisons qui poussent le législateur à intervenir sur l'instruction en famille. Et comment ils vont intervenir? Ils vont dire, c'est très simple, on ne va pas l'interdire. C'est une possibilité qui existe, et encore une fois, vous l'avez dit, il faut respecter ce choix. Par contre, on va faire en sorte d'inverser le principe. Auparavant, vous déclariez que vous avez vos enfants à la maison. Dorénavant, vous allez solliciter une autorisation préalable et l'administration devra vous dire si oui ou non vous pouvez instruire vos enfants à la maison. Donc ça, c'est une inversion du principe. Dorénavant, le principe, c'est l'interdiction et par exception, c'est l'autorisation. Bon, je vous dis, hein, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein. De plus en plus, l'État fait en sorte que nos libertés soient conditionnelles, limitées et encadrées. Je Donc, remarque quand même, parce que vous avez dit toujours ces histoires d'argumentation sur, là, c'est le djihadisme, par exemple. oui, C'est-à-dire, ils oui, ont c'était ça, hein. toujours. La loi s'appelle lutte contre le séparatisme. Bon, Voilà, ouais, c'est la fameuse loi. on aurait pu C'est rajouter religieux, parce que c'était c'est essentiellement ça, hein. toujours, comme là, je repense à la reconnaissance faciale, il nous a dit c'est contre l'insécurité. Tout le monde est d'accord pour lutter contre l'insécurité. Là, tout le monde est d'accord pour lutter contre l'endoctrinement djihadiste. Mais en fait, c'est comme quand ils restreignent la liberté sur Internet en disant c'est au nom de la lutte contre le terrorisme ou la pédocriminalité, tout le monde est d'accord. Mais en fait, on se rend compte que c'est toujours des prétextes. C'est pas ça le vrai but. Là, en l'occurrence, c'est pas le vrai but. Vous avez bien donné la cause, c'est que ça a explosé avec le Covid. Tout à fait. Non, non, mais oui, enfin, c'est toujours sur fond de lutte contre les extrémistes, les Ah, c'est ça. terroristes, les criminels. En C'est de la réalité, on concerne manipulation. les libertés du quotidien et notamment les libertés des citoyens, parce que c'est avec eux qu'on est dur. On est faible avec ceux qui devraient effectivement être pourchassés, être emprisonnés et poursuivis, et on est extrêmement dur avec bah, le bon citoyen, celui qui va en réalité se conformer à la règle de droit. Et ça, C'est c'est ça. terrible, parce que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Donc là, ils ont mis le principe d'interdiction de fait avec Interdiction. ça. Et vous verrez que c'est passé. Parce que pourquoi c'est passé finalement? Pourquoi la majorité politique a suivi ça? Parce que le rapporteur de la loi avait dit, en réalité, ça va rien changer. Ceux Mhm. qui rentraient déjà dans les bonnes cases vont pas être impactés, puisqu'on lutte contre le séparatisme. Et d'ailleurs, dans les quatre motifs que l'on peut invoquer pour justifier une autorisation d'instruction en famille, il y a l'intérêt de l'enfant, d'accord? Enfin, la situation personnelle de l'enfant. Et dans la situation personnelle de l'enfant, il suffit de relire un peu le rapport du rapporteur de la loi, il y a effectivement toute une série d'arguments qui sont régulièrement les arguments invoqués par mes clients dans leur demande. Donc on voit bien que c'est extrêmement large, est en réalité une situation personnelle de l'enfant, ce que le parent estime comme étant une situation personnelle de l'enfant. Sauf que ça, c'était sur le papier, parce que la réalité, c'est que la DAZEN, la DSDEN et le rectorat ont reçu des consignes. C'est de limiter drastiquement l'instruction en famille et de substituer à l'appréciation des parents l'appréciation de l'administration. Donc on a une série de décisions qui sont complètement abusives et pour lesquelles la plupart des parents ne vont pas saisir un avocat, pas contester, et finalement vont ramener leurs enfants dans le giron de l'école avec, vous le savez récemment, hein, le fameux programme EVARS, où en fait on est en train d'endoctriner les enfants. Parce que l'école, c'est la plus belle machine
à créer des personnes stupides et à se conformer à des règles qui n'ont aucun sens. Boire son café assis, couché, debout, pourquoi ça a bien fonctionné? Et parce qu'en fait, l'école est devenue une usine à crétins qui forme des gens à obéir. Ça peut l'être. En tout cas, il y a heureusement des exceptions heureuses, mais il y a aussi ça, c'est vrai, plus le rôle des médias, vous avez raison. Et donc, vous défendez des familles qui, concrètement, comme avocat, vous défendez des familles qui veulent pouvoir faire ce qu'elles souhaitent. Et donc, vous vous battez contre cette loi, en fait. Tout à fait. En fait, on se bat pour une application de la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, lorsque l'administration vous dit c'est pas incompatible que votre enfant aille à l'école, elle ne respecte pas la loi. Parce que la loi ne dit pas l'instruction en famille est une modalité de dernier recours. Elle dit pas vous instruisez votre enfant à l'école, enfin à la maison, quand vous n'avez pas d'autre choix. Elle dit c'est une des modalités et pour bénéficier de cette modalité, vous devez faire une demande et invoquer un des quatre motifs. C'est tout. Elle n'a pas besoin d'aller plus loin dans l'appréciation, Ouais, ouais. notamment de la situation personnelle des enfants. Sauf que l'administration se substitue à l'intérêt des enfants, substitue son appréciation à celle des parents et ne respecte pas la loi, alors que le Conseil d'État avait clairement rappelé en 2022 que oui, c'était une des modalités d'instruction et qu'il ne revenait pas à l'administration de substituer sa propre appréciation à celle des parents. Donc en fait, il faut qu'on conteste systématiquement ces décisions parce que aujourd'hui, elles ne respectent pas la loi. Et on le fait pourquoi? Deux intérêts. Le premier, permettre aux enfants d'être inscrits à l'école à la rentrée. Donc il y a une procédure de référé. La deuxième, faire condamner systématiquement l'administration, parce qu'après, cette décision, vous la mettez dans votre dossier, et puis ça évite que l'administration se dise, bon, je vais me faire condamner une deuxième fois, parce qu'à chaque condamnation, finalement, c'est 1500 euros, 2000 euros qui sont mis à la charge de l'État pour indemniser les parents. Donc, ça commence à faire des frais. Intéressant. En tout cas, on le signale à toutes les personnes moi, qui nous écrivent régulièrement sur ce sujet-là, un peu désemparées, qu'elles sachent qu'il y a une possibilité de lutter. Ça, c'est très, très intéressant. Je voulais faire un petit point avec vous sur un autre de vos combats pour les suspendus, qui est aussi un de nos grands combats. Cette affaire n'est pas derrière nous parce que autant il y a des pays où il y a eu indemnisation et excuse du gouvernement, ça n'a pas été le cas en France. Vous continuez de vous battre, je crois y compris devant la CEDH. On l'avait déjà expliqué, hein, nous sommes pour la sortie de la CEDH, parce que nous estimons que si le droit était vraiment respecté, on a tous les outils dans le droit national et constitutionnel pour faire respecter nos libertés fondamentales, à condition de les faire respecter. Mais sauf qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, donc on utilise de manière pragmatique tous les recours qu'on peut, et vous le faites, on l'avait expliqué la dernière fois, dans l'intérêt de ces suspendus, vous avez bien raison de tout tenter. Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que vous arrivez à les sauver, à obtenir gain de cause? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Oui, alors c'est super qu'on en reparle, parce qu'effectivement, c'est en plein dans l'actualité. Ouais, On est à 2, 3 jours de la date anniversaire de la réintégration des soignants qui est intervenue à partir du 15 mai 2023. c'est ça. J'aurai une émission spéciale que je vais faire sur ma chaîne avec Thomas Benagès, qui est aussi un des confrères qui a œuvré pour la question des suspendus. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que on a, en ce qui me concerne, à peu près 400 soignants qu'on accompagne partout en France pour obtenir une réparation. 400. À peu près 400. Ces recours, aujourd'hui, sont en cours d'instruction. Il n'y a pas de décision sur le sujet. D'accord? Mhm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est encore possible. Ça, Mhm. c'est rassurant. Parce que ça veut dire que si l'histoire était terminée, bah, les magistrats rejetteraient par des ordonnances de série toutes les demandes indemnitaires en disant bah, on a déjà une jurisprudence et bah, circuler, il n'y a rien à voir. Ils peuvent le faire. Ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que ce sont des vrais sujets de société dans lesquels aujourd'hui, c'est pas tranché. La deuxième chose, vous l'avez très bien dit, j'œuvre et j'utilise toutes les possibilités qui sont les nôtres. Aujourd'hui, les juridictions nationales ont failli à leur mission de protection effective des libertés fondamentales. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre alternative. On doit partir à l'international devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai 5 dossiers devant cette juridiction, dont notamment un des dossiers de Pierrick Thévenon, pompier suspendu Bien pendant sûr. un mois sans aucune rémunération, parce qu'il faut le rappeler, encore trop de gens ne savent pas ce qu'est un soignant ou assimilé suspendu. Je le rappelle, c'est privation de tous vos revenus professionnels, interdiction de travailler dans votre domaine d'activité, hein, donc certains pourraient penser que vous allez travailler chez un autre employeur. Non, non, vous ne pouvez pas travailler dans votre domaine qui était donc le soin ou pour les pompiers, des activités donc de sauvetage des personnes ou de aide à la personne. C'est également l'interdiction
de bénéficier d'allocations de retour à l'emploi, pas d'indemnité chômage. Vous n'êtes pas privé d'un emploi, vous êtes suspendu. C'est interdiction de bénéficier des minima sociaux. Donc, vous n'avez pas de RSA puisque vous n'êtes pas sans emploi. Vous êtes simplement suspendu. C'est également interdiction de reconversion professionnelle. Vous savez que l'employeur a l'obligation de payer votre formation. Bah, quand vous êtes suspendu, vous ne pouvez pas bénéficier de cette reconversion. Et donc, en réalité, vous êtes dans un état complètement bloqué entre deux eaux. Vous ne pouvez rien faire. Donc là, C'est un piège, piège total, quoi. c'est le piège total. En fait, c'est ce que j'appelle la violence économique. C'est-à-dire, on vous dit, vous avez la liberté de choisir d'être en conformité avec la loi ou de ne pas l'être. Si vous ne l'êtes pas, voilà les conséquences. Bon, vous allez vous dire, OK, donc on a un vrai choix. Mais quel est le choix que vous avez lorsqu'on exerce une clé de bras, qu'on vous met un couteau sous la gorge et qu'on vous dit, bah, de toute façon, en fait, si vous ne vous soumettez pas à la loi, finalement, c'est la mort sociale pour vous. Ah, vous n'avez pas de liberté. Enfin, en tout cas, si la liberté existe, elle est illusoire. Et la violence économique, elle est déjà reconnue hein, dans le Code civil. Donc, c'est-à-dire entre particuliers, si un jour vous aviez quelqu'un qui vous mettait le couteau sous la gorge pour signer un contrat, le contrat n'existe pas. D'accord? Parce que le consentement est considéré comme étant vicié. Il n'existe pas. Il n'y a pas de consentement. Donc, c'est l'application, on va dire, de règles assez élémentaires. Pourtant, le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel ont dit non, non, mais il n'y a aucun souci, c'est pour la protection de la santé publique, donc circuler, il n'y a rien à voir. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est donc notre dernier recours. Et en 2021, juste avant la loi du 5 août, le 8 avril 2021, elle avait rendu une décision en disant la vaccination obligatoire, c'est la marge d'appréciation des États. En gros, vous décidez si vous voulez mettre en place une vaccination obligatoire ou non. Moi, Cour européenne des droits de l'homme, je n'ai pas regardé si c'est bien ou pas bien. En revanche, si vous le faites, vous devez respecter un certain degré. C'est-à-dire, vous ne devez pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire parce que autrement, vous pourriez effectivement porter atteinte à l'article 8 de la CEDH, qui est droit à la vie privée familiale et notamment le droit d'accepter ou non un traitement médical. Pour la petite histoire, en 2002, la Cour européenne des droits de l'homme avait dit vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser un traitement médical, même si le refus entraîne la mort. Et là, ici, c'était notamment une personne en fin de vie. C'est l'arrêt Preti de 2002 contre le Royaume-Uni, hein, pour les aficionados, ceux qui connaissent un peu. Et donc, dans ce cas-là, elle avait dit, c'est effectivement votre liberté individuelle de choisir si oui ou non vous allez accepter ou non un traitement, quitte à ce que ce refus entraîne la mort. Donc, vous avez vu, ça va très loin, le droit à la vie privée et familiale. Et dans cette décision, elle dit, OK, une vaccination peut être possible à 5 conditions. Et donc, elle donne un peu la feuille de route des États. Première des conditions, il faut que votre vaccin porte contre une maladie mortelle. Vous apprécierez? Deuxième condition, il faut qu'on connaisse les effets secondaires et qu'on soit en mesure de déterminer que c'est vraiment favorable sur la balance avantage-inconvénient. Vous apprécierez puisque vous avez compris qu'on a d'abord vacciné puis qu'on a ensuite mesuré. Troisième, Moitié. troisième chose, il faut que la maladie contre laquelle vous êtes en train de créer un vaccin, ce vaccin ait une certaine ancienneté. D'accord? Il doit être connu et reconnu. Vous apprécierez, puisque je rappelle que le vaccin de Pfizer a été commercialisé à partir du 27 décembre 2020. Donc, ce n'était pas, en termes d'ancienneté, extrêmement ancien. Quatrième condition, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes physiques. Donc, quand vous avez le chiffre qui nous dit un gendarme de chaque côté et on vous vaccine de force, bon, bah justement, la Cour européenne des droits de l'homme dit non, non, pas de contraintes forcées physiques. Et la cinquième condition, c'est la plus intéressante, c'est si vous refusez la vaccination, il ne faut pas que les conséquences d'un refus soient disproportionnées. Parce que sinon, il n'y a plus de liberté d'accepter ou non un traitement. Et donc, c'est ce qu'on rappelle dans le Code de la santé publique. C'est que vous devez avoir une information libre et éclairée pour choisir si oui ou non vous acceptez un traitement médical. Donc, ces 5 conditions, sans besoin de rentrer trop dans le détail, vous les comprenez, en fait, il n'y en a aucune qui est respectée par la France, par la loi du 5 août 2021. Alors, ceux qui connaissent un peu le sujet vous diront, oui, mais Saint-Marin a justement eu une décision de la Cour européenne des droits de l'homme dans laquelle la Cour a dit ils ont pratiqué la vaccination obligatoire avec suspension de rémunération, ils n'ont pas été condamnés. Alors Saint-Marin, il faut aller lire la décision parce que dans cette affaire, vous avez 6 requérants. Un des requérants n'a finalement pas été suspendu et les 5 autres ont eu en réalité une alternative qui était posée par cette loi de Saint-Marin, alternative que nous n'avons pas vue en France. La loi de Saint-Marin prévoyait que soit vous étiez en conformité avec la vaccination et que vous exerciez, soit vous ne l'étiez pas, et dans ce cas-là, vous aviez la possibilité
soit d'être suspendu de tous vos revenus, soit de faire des travaux d'intérêt général qui vous permettaient de vous assurer un revenu minimum. Vous pouviez perdre de l'argent, mais en tout cas, on vous assurait un revenu minimum. On est d'accord, ça n'a strictement rien à voir avec la France, où je vous ai expliqué qu'il n'y a pas de minima Ouais, social, ouais. qu'il Donc, n'y a pas comparaison n'est pas d'allocation raison. à l'emploi, etc. Donc, on voit bien que ce n'est pas du tout la même situation. Et les plaignants qui étaient dans cette affaire avaient été suspendus, pour certains d'entre eux, 6 à 7 mois. On est quand même très loin des 20 mois de suspension sans aucune rémunération de Pierrick Thévenon, qui n'a pas bénéficié du RSA, qui n'a pas bénéficié d'allocation retour à Hmm. l'emploi et qui a été suspendu pendant 20 mois. Rien à voir. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la position de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est clairement encore en question. Et j'ai 5 dossiers devant la Cour dans lesquels le gouvernement a été amené à s'expliquer. Et donc, effectivement, on a eu la possibilité devant la Cour de pouvoir rappeler tout ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire qu'aucune des conditions n'était remplie. Et dans l'affaire de Pierre Thénon, ça va même plus loin. Il est, je le rappelle, pompier professionnel. Il avait la possibilité d'intervenir pendant les feux de forêt de 2022. Juillet, août, vous vous rappelez, tout a brûlé. Bon. Il avait demandé au Premier ministre de lever la suspension sans aucune rémunération en tant que il ne pouvait pas intervenir sur ces feux de forêt en 2022, alors que parallèlement, je le rappelle, on faisait venir des pompiers de l'ensemble de l'Union européenne C'est qui n'étaient vrai. pas soumis à vaccination obligatoire. Donc là, on avait clairement ce qu'on appelle une discrimination à rebours, c'est-à-dire que vous traitez moins bien vos ressortissants que les ressortissants étrangers. Bon, le Premier ministre n'a pas répondu, et donc on a attaqué et on a contesté cette décision. Donc, on voit clairement que non seulement l'obligation vaccinale était, on va dire, extrêmement importante, mais en plus qu'elle ne faisait pas de distinction selon la nature de vos compétences et vos fonctions. On a suspendu, par exemple, des soignants parce qu'ils avaient en fait le statut de salarié ou d'agent public d'un établissement de santé, alors qu'ils étaient en télétravail en tant que technicien informatique. Quel est l'intérêt aux yeux de la santé publique de suspendre un technicien informatique qui exerce l'intégralité de ses missions à la maison en télétravail? Bon, la loi n'a pas fait de distinction. Donc pour moi, j'ai envie de démontrer devant la Cour qu'en fait, on a clairement méconnu toutes les conditions qui ont été fixées. La Cour européenne des droits de l'homme aura deux alternatives. Soit elle dit, effectivement, c'est la marge d'appréciation, j'ai pas à m'en mêler. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, la position de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de santé publique, ce sera une position extrêmement large où on n'a rien à attendre d'elle. Mais on le saura, c'est fixé. Et comme je vous l'ai dit, moi, à partir du moment où j'ai une décision le 8 avril 2021 qui me met ce cahier des charges, je ne peux pas considérer raisonnablement que la France n'a aucun risque d'être condamnée. La deuxième situation, c'est celle que j'espère de tout mon cœur, parce que j'y crois vraiment de manière incommensurable. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'on a juste eu raison trop tôt. C'est ma persuasion. La Cour européenne des droits de l'homme va rappeler sa jurisprudence 2021 en disant, je vous ai mis un cahier des charges, vous avez respecté aucune des conditions. Par conséquent, vous êtes allé beaucoup trop loin. Et donc, France, bah, je vous condamne à Hmm. indemniser M. Thévenon et les autres requérants. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la décision revient au niveau national et on devra indemniser tous les soignants qui ont engagé des recours sur le Ouais. fondement de la faute. La loi est Top. illégale, je vous indemnise au premier euro de préjudice et pas sur le fondement de la responsabilité sans faute dont je vous avais parlé déjà lors de précédentes émissions où je vous avais dit, bah, c'est simple, aujourd'hui comme tout est légal, il faut que vous ayez un certain degré de gravité dans votre préjudice pour espérer être indemnisé, même si la loi est parfaitement conforme aujourd'hui. Donc l'enjeu est fondamental parce que c'est le droit à réparation des soignants qui est en jeu, mais aussi c'est un choix de société. C'est-à-dire que si la Cour européenne des droits de l'homme dit vous êtes allé trop loin, ça veut dire que la loi du 5 août 2021 était illégale et ça veut dire que l'État français, finalement, s'il était amené à vouloir prendre de nouveau des mesures aussi restrictives, pourrait se faire retoquer beaucoup plus facilement à l'avenir grâce à cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ça rouvre tout ensuite et tout le monde pourra ensuite contester devant le droit national cette Exactement. En histoire. fait, les cartes seront de nouveau rabattues. On aurait une décision dans combien de temps, vous pensez? Écoutez, j'espère qu'à la fin de l'année 2025, on aura une décision, peut-être début 2026. En tout cas, ça avance très rapidement. Je suis moi-même surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que le gouvernement se voit enjoindre de répondre finalement au premier semestre 2025 et à ce qu'on me demande de répondre aussi dans un délai aussi court. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un mois pour répondre. Donc j'ai quand même le sentiment que on a envie de vite en finir avec cette histoire. Et je pense que c'est fondamental. Quelle que soit la situation, il faut que nous, par rapport à nos clients, on puisse leur dire bah oui, vous avez un droit à réparation, ou alors non, vous n'avez pas de droit à réparation. Aujourd'hui, Ouais, clairement, bien sûr.
tout le débat est en jeu. Et un avocat qui, à mon sens, aujourd'hui dirait à un soignant, en l'état actuel, vous n'avez aucune chance d'obtenir réparation, bah, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de la jurisprudence du 5 août 2021, enfin du 8 avril 2021. C'est-à-dire qu'il n'a pas lu la jurisprudence et que raisonnablement, il n'a pas compris comment la loi du 5 août s'appliquait. Parce qu'il n'y a vraiment aucune des conditions qui sont respectées. Intéressant, ça va être rapide. Bon, bah, écoutez, on va suivre ça avec grand intérêt. On espère une bonne décision. Je rappelle que dans un pays souverain digne de ce nom, ces principes de bon sens devraient être appliqués par nos cours nationales, en particulier les cours suprêmes, Conseil d'État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel, et que ces principes se sont effondrés en même temps que les contre-pouvoirs. Mais normalement, nous avons tous les outils pour appliquer ces principes de bon sens. Si le Tout à fait. Conseil le Conseil d'État et la Cour de cassation faisaient leur boulot, et si ce n'était pas le copinage, si ce n'était pas le réseautage, nous devrions depuis longtemps avoir jugé positivement dans ce sens positif ces affaires de suspendus. Ça n'est pas le cas provisoirement dans l'histoire de France. J'espère que ça va se résoudre le plus vite possible. Donc on fait ce qu'on peut de manière pragmatique avec les outils qu'on a, même quand il s'appelle CEDH, parce qu'on pense à l'intérêt d'abord supérieur de ces personnes-là et au principe d'une société qui ne peut pas continuer sur ces règles-là. Évidemment, on va suivre ça avec très grand intérêt. Je voudrais finir par un point très intéressant. Il y a une élue au Congrès américain, à la Chambre de représentants, Anna Paulina Luna, qui vient de déposer une proposition de loi fédérale aux États-Unis pour annuler totalement, abroger le Patriot Act. Alors, c'est pas rien, le Patriot Act, c'est toute l'infrastructure liberticide et de surveillance qui a été mise en place juste après le 11 septembre 2001, d'abord aux États-Unis, puis partout dans le monde, en fait, hein, copié. Alors, par exemple, c'est à partir du Patriot Act qu'il y a eu dans les aéroports, on a commencé à contrôler les liquides dans les bouteilles d'eau, puis les passeports biométriques, puis alors ça a tout de suite une résonance mondiale, puis le contrôle d'Internet de plus en plus fort, des réseaux sociaux, la censure, etc. Et là, c'est une élue trumpiste qui dit on va arrêter avec tout ça. C'est intéressant quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un début de bascule alors qu'on n'était que de plus en plus liberticide? Est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment où on va partir dans l'autre sens? Les cycles de restriction ou les cycles de liberté, c'est toujours cyclique. C'est ça. Dans l'histoire de France, il faut se revoir la période 1830-1848. Entre 1830 et 1848, c'est la Restauration et Charles X décide de restreindre la liberté de la presse, la liberté d'expression. Et à ce moment-là, effectivement, en 1848, on part sur la Deuxième République. Donc, des périodes de restriction de liberté, il y en a toujours eu et elles ont toujours suivi avec des périodes de grande liberté. Ce qu'on constate aussi, c'est que les périodes de liberté sont toujours assez concomitantes à des périodes de prospérité. Mhm. Quand le monde est prospère, quand l'activité tourne bien, alors dans ce cas, l'État se désengage et ne vient pas restreindre toutes les libertés fondamentales de ses citoyens. À l'inverse, lorsque la situation se tend sur le plan économique et qu'il y a finalement des problèmes démographiques, de balance commerciale, d'équilibre de balance commerciale, on s'aperçoit que l'État, pour compenser son incompétence, son incapacité à pouvoir apporter la prospérité à sa population, ce qui est quand même à la base de sécurité et prospérité, va tenter de justifier son existence en restreignant de plus en plus nos libertés fondamentales. Donc, à mon sens, ce cycle de restriction de liberté n'a pas fini tant que nous avons ces tocards au gouvernement. J'en suis désolé d'utiliser ce mot, mais il faut imaginer que quand j'étais petit, les noms des hommes politiques comme Bayrou berçaient déjà mon enfance. Pareil. Aujourd'hui, j'ai 33 ans et je constate que j'ai les mêmes hommes politiques qui prennent les mêmes décisions. Mais quand vous avez une équipe qui perd tous ses matchs, votre rôle en tant que sélectionneur, en tant qu'électeur, bah, c'est de changer l'équipe. Parce que vous ne ferez pas d'un âne un cheval de course. Vous ne réussirez pas à faire d'hommes politiques qui ont systématiquement tout raté depuis des décennies, bah, des hommes politiques qui vont réussir à prendre les bonnes décisions pour emmener notre pays dans la bonne direction. Donc, je pense que tant que nous aurons cette classe politique qui s'est reproduite par le simple fait que, en réalité, les électeurs se sont détournés véritablement des vrais enjeux politiques, bah, c'est certain qu'on va continuer dans un cycle de restriction. Aux États-Unis, c'est différent. Il y a une division des pouvoirs qui est beaucoup plus importante puisque l'État fédéral n'a pas tous les pouvoirs. Il y a les États fédérés parce qu'ils ont une séparation stricte des pouvoirs. Trump ne peut pas intervenir au Congrès, le Congrès ne peut pas intervenir contre Trump. Et donc, évidemment, la séparation des pouvoirs fonctionne beaucoup mieux aux États-Unis. Nous, ici, en France, ce qu'on constate, c'est qu'on a une classe politique
qui en fait représente une toute petite minorité de la population et qui a en réalité noyauté toutes les institutions, y compris celles qui sont censées faire le contre-pouvoir. Le Conseil constitutionnel, par exemple, on a quand même Juppé, Fabius, Ferrand, je sais que des personnes qui sont issues de la classe politique qui aujourd'hui est en train d'œuvrer dans leurs propres intérêts et pas dans l'intérêt général. Et ça, c'est regrettable parce que tant que ça ne changera pas à ce niveau-là, le droit deviendra finalement un outil dans les mains d'une classe politique qui a décidé de l'utiliser comme un moyen de domination. On peut d'ailleurs ajouter à ce que vous dites très justement, hein, sur les tocards qui nous gouvernent, on peut aussi parler de l'absence d'opposition parlementaire. Par exemple, sur le premier sujet dont on parlait, le recours qu'on lance contre la Commission européenne sur cette affaire de transparence, et on peut s'étonner qu'aucun eurodéputé français n'ait fait le boulot. Alors qu'on pourrait imaginer qu'ils sont en première ligne pour voir tout ça et pour agir, et on est obligé de le faire nous. C'est quand même hallucinant. On peut s'étonner que sur tous les sujets qu'on a abordés, on n'ait pas d'opposition parlementaire qui fasse le travail. Aucune. Aucune. Enfin, c'est impressionnant. Et c'est ça aussi, cette endogamie totale là, de cette classe politicienne qui fait qu'on est dans cette situation. Mais pour revenir à ce que je disais, cette proposition d'abrogation du Patriot Act est quand même un signe assez révolutionnaire qui montre qu'on a atteint certaines limites. Peut-être, pas encore, peut-être là-bas, parce que leur révolution Pour trumpienne, les ils sont en train de la États-Unis, vivre. Et que si ça change là-bas, ça changera ici, à condition qu'on se batte. C'est évident. Ce que nous conditions faisons. qu'on se batte, mais effectivement, ce qui se passe souvent aux États-Unis arrive ensuite en Europe quelques Ouais, mois, quelques années plus tard. Donc on peut espérer que le vent de liberté qui souffle là-bas va finir aussi par nous inonder. Maintenant, évidemment, il va falloir qu'on change, à mon avis, quelques personnels politiques au sein de ça. notre patrie, parce que malheureusement, tant qu'ils seront là, ils vont verrouiller le système. Totalement. Ça ne changera pas par magie. C'est à nous de nous battre, de faire le ménage sur ça, sur cette classe politique et tout le reste. Mais on est bien déterminé à le faire et nous sommes en train de le faire. Bah, écoutez, mon cher David, à moins que vous ayez un dernier sujet, mais on a fait un joli tour je crois, très concret de plein de sujets intéressants, plein de vos combats actuels, plein de nos combats communs que nous lançons. Et donc, vous avez retenu cette information très importante, ce recours contre Ursula von der Leyen, la Commission européenne, sur l'affaire de ce règlement qui veut cacher ce qui se passe au sein de la Commission européenne et toutes les décisions qui y sont prises. On ne laissera pas faire et nous lançons la charge. Et donc, on vous tiendra informé, évidemment, dans les jours et semaines qui viennent de tout ça. Merci, cher David, Maître Guyon. On vous retrouve sur tous vos réseaux sociaux. Je vous invite à suivre votre chaîne YouTube, que tout le monde suive la chaîne YouTube de David, son compte X, tous les autres réseaux sociaux. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Florian, à bientôt. Que de sujets importants. Je remercie Maître David Guyon, notamment ce combat que nous lançons contre la Commission européenne Ursula von der Leyen sur un sujet extrêmement important. La Commission européenne veut maintenant cacher les documents. Ça concerne le pharmaceutique, le chimique et tant d'autres sujets. Et ça, on va gagner. On va gagner. La plainte est déposée dans les jours qui viennent. Aidez-nous d'ailleurs à le faire par une adhésion, une réadhésion, un don au mouvement, aux patriotes. C'est les 2 premiers liens dès maintenant sous la vidéo en description. Je peux le faire qu'avec vous. Nous sommes un mouvement indépendant qui n'a pas de financement public. Par ailleurs, on a vu d'autres sujets importants, l'instruction en famille, la liberté, les libertés, la reconnaissance faciale, la question des suspendus, la justice qu'il leur faut, et puis peut-être cette bascule intéressante, la remise en cause du Patriot Act. C'est un signal très très intéressant. Merci de partager la vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Plus vous serez abonné, plus vous abonnerez, plus la vidéo circulera automatiquement, touchera plus de monde. Merci à vous. Nos rendez-vous, vous le savez, samedi 24 mai après-midi, je suis en réunion publique à Nantes. Et le lendemain, dimanche 25 mai, à Cannes. Ouais, c'est entrée gratuite dans les 2 cas, ouvert à tous, mais il faut vous inscrire. Il y a 2 liens d'inscription, un pour Nantes, un pour Cannes. Ils sont sous la vidéo en description, inscrivez-vous dès maintenant. Et le jeudi 29 mai à 18 h, rendez-vous devant le Sénat. Grand rassemblement, avec beaucoup de monde qui vient de toute la France, pour les 20 ans du non, le jour J, et un rassemblement pour le Frexit, bien sûr. 20 ans du non à la Constitution européenne, le dernier référendum. Donc 29 mai, rendez-vous 18 h devant le Sénat. 20 rue de Tournon, au niveau du 20 rue de Tournon. Évidemment, je vous attends, patriotes. Aidez-nous à faire ces actions. On ne peut pas les faire sans vous. Notre mouvement, il vit avec réadhésion, adhésion et dons pour faire ces actions. Sinon, il ne peut pas. De toute nature. Et si on ne les fait pas, personne ne les fera à notre place. Ici, comment se fait-il que les eurodéputés ne bougent pas, n'aient pas bougé? C'est hallucinant. On fait le boulot à leur place, mais c'est quand même tout à fait incroyable, mais on peut le faire que grâce à vous. Nous sommes un mouvement qui n'a pas un centime de financement public ni des banques, indépendant, le plus grand mouvement souverainiste de France, de résistance même, largement.
présent en métropole, outre-mer, à l'étranger, venez, aidez-nous. Vous pouvez adhérer ou réadhérer au Patriote dès maintenant et vraiment bienvenue par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous pouvez faire un don au mouvement pour nous aider à faire tout ça par le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens sont tout le temps aussi sur notre site, vous les retrouverez, les-patriotes.fr. Et je rappelle que toute adhésion, réadhésion, don donne droit à défiscalisation, à baisse concrète de vos impôts, puisqu'il y a les 2 tiers de la somme, les 2 tiers qui sont défiscalisés. Vous mettez 300 €, ça enlève 200 € de vos impôts en plus. Ça nous aide, ça aide nos actions comme celle-ci, et en plus vous baissez vos impôts plutôt que faire ce cadeau au fisc et à Macron. Vous mettez 30 €, ça enlève 20 €, vous mettez 3 000, ça enlève 2 000, vous mettez 50, ça enlève 33. Vous avez compris, bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue, aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!